The First Woman Invited by Philodecrypt. Vu mon anglais, je suis obligé de traduire, mais vous affolez pas, on va continuer en français, même si on va beaucoup parler des États-Unis et de son président. Vous êtes, Anne Toulouse, la première femme invitée de Philodecrypt. Après 18 mois d'existence, ça mérite d'être souligné, pas de quoi être fier. Pourtant, ça ne veut pas dire que je n'ai pas essayé, mais cela confirme que je ne suis pas un grand séducteur. Donc je n'ai pas été surpris des nombreux refus féminins que j'ai essuyés, notamment celui de Caroline Fourest, qui m'a suggéré qu'elle ne s'aventurait jamais en province, même pour défendre son délire MeToo, livre d'ailleurs remarquable. Justement, une femme pour parler de Donald Trump, ça me semble particulièrement adapté, vu que cet animal est à la pointe du combat féministe, tout le monde en a bien conscience, on se souvient de ses méthodes affichées pour séduire les femmes, mais aussi les faire taire. Merci donc pour cette première, qui en plus a impulsé une dynamique, puisque dans la foulée, nous avons invité la fille de Raymond Aron, Dominique Schnapper, qui a accepté de répondre à une question particulièrement sensible. Les démocraties sont-elles aujourd'hui condamnées ? Mais elle m'a précisé que son âge, je la cite, invraisemblable, ne lui permettait plus de se déplacer, 90 ans quand même. Du coup, ça se fera à Paris et vous aurez droit à un podcast début juillet pour vos devoirs de vacances. Donc, encore merci d'avoir accepté, Anne Toulouse, de venir en province. Il faut dire que vous vivez aux États-Unis depuis une vingtaine d'années, pays constitué, chacun le sait, de 51 provinces fédérées. Journaliste franco-américaine, vous avez été correspondante de RFI à Washington pendant une dizaine d'années, puis aujourd'hui chroniqueuse pour de nombreux médias, mais surtout auteur de livres à succès, dont 3 sur Donald Trump, que vous étudiez de près depuis des années. Dans la tête de Donald Trump d'abord, puis Bienvenue en Trumpie, quand il a été élu pour la première fois, et L'art de Trumper, avant qu'il ne soit réélu. Quel sera votre prochain livre ? On n'ose pas imaginer le titre du genre « Comment Trump a provoqué la fin du monde ?» Tout ça pour vous demander si on doit avoir peur de ce 57e président des États-Unis. D'où ma première question, double question en fait. Est-ce que vous pensez qu'être une femme vous permet de mieux décrypter Donald Trump ? Et qu'est-ce qui vous fascine tant dans ce personnage pour ne pas le lâcher depuis une dizaine d'années ? Oui, alors dans l'un de mes livres, je crois que c'était le premier, l'un des chapitres s'appelait le misogyne qui aime les femmes ou le misogyne qui favorise les femmes, enfin quelque chose comme ça. Parce que c'est vrai que Donald Trump est très ambigu dans la mesure où on connaît sa conduite avec ses différentes aventures et la façon grossière dont il parle de certaines femmes et même dont il se conduit. Mais dans le même temps, dans sa vie professionnelle, ses plus proches collaboratrices ont été des femmes, notamment celle qui était à ses côtés, qui s'appelait Louise Sunshine dans l'entreprise Trump, et maintenant, dans sa deuxième présidente, la personne la plus importante de son entourage est Susie Wild, qui est donc une femme qui est son chef de cabinet. Et le fait d'être une femme, pour moi, ça ne change rien. Quand je suis journaliste, je suis auteur, je ne vois pas les choses d'une façon féminine. Non, je ne mets pas d'affect dans le débat. Alors, deuxième question, mais vous pouvez aller vite si vous voulez, c'est qu'est-ce qui vous fascine tant chez Donald Trump pour y consacrer des années ? Ce qui me fascine et le fait que j'y consacre des livres, c'est le fait que ça fascine tout le monde, parce que si j'avais fait un livre sur, je ne sais pas, Jimmy Carter, je ne sais pas si vous m'auriez invité. Et là, on voit bien à quel point notre public est fasciné par la personnalité de Trump, parce qu'il ne laisse personne indifférent. C'est ce qu'on appelle un personnage plus grand que la vie aux États-Unis, et qui représente un peu cet esprit américain des pionniers qui avançaient droit devant eux sans trop se soucier des conséquences pour aller labourer des terres vierges. Et je dis souvent qu'il me fait penser à un cow-boy de rodéo, c'est-à-dire quelqu'un qui est sur un taureau, sur un cheval et qui secoue mais qui arrive à tenir et qui entraîne un peu l'assistance dans ces tribulations. Donc il a quelque chose de profondément américain, puis c'est quelqu'un qui, en faisant le contraire de tout ce qu'il devrait faire, a réussi quand même à se faire élire 2 fois président des États-Unis. Donc c'est un vrai personnage, c'est une histoire. Souvent en Europe, on a traité Donald Trump par-dessus la jambe, souvent le considérant comme un fou. Dites que c'est une erreur et d'ailleurs qu'on a sous-évalué
sous-estimer Donald Trump? Moi, je passe mon temps en tant que double national à expliquer la France aux États-Unis et les États-Unis à la France. Et ces deux pays qui se ressemblent, mais qui, en apparence, il y a quand même des cultures communes, des origines communes, mais qui en fait sont très différents dans leur fonctionnement. Alors c'est vrai que quand Donald Trump est arrivé en France, comme je l'ai dit, on ne le connaissait pas du tout, et qu'il avait un langage excessif, puis c'était un patron de casino, c'était un constructeur de gratte-ciel, il avait ce côté brut de décoffrage. Alors je ne sais pas si on l'a pris pour un fou, ce qui serait une grande erreur, ou pour un imbécile, ce qui serait une encore plus grande erreur, mais c'est vrai qu'il a un style extrêmement abrupt, qui heurte les Européens, qui l'ont d'ailleurs un peu, les dirigeants européens l'ont un peu snobé au début, ce qui répondait d'ailleurs à une attitude qu'il avait rencontrée quand il est arrivé à Manhattan, puisque son père était un promoteur immobilier, mais de l'autre côté du Queens, il construisait des sortes de HLM, qui rapportaient d'ailleurs, puisqu'il lui a donné $1 million. Mais là, il est entré dans la cour des grands et il n'y a pas plus snob que Manhattan. Ça, j'en sais quelque chose. Donc, il est arrivé là-dedans, c'était le petit gars du Queens que tout le monde regardait de haut et il n'a jamais été accepté. Et au lieu d'essayer de s'adapter, en fait, il a fait le contraire. Moi, je suis le Donald, voilà, je me conduis comme ça. Et je crois que c'était dans mon premier livre, je terminais en disant est-ce que la présidence américaine, est-ce que Donald va devenir présidentielle ou est-ce que la présidence américaine va devenir trumpienne? On a la raison. Maintenant, la réponse, c'est devenu trumpien. Et non seulement la présidence américaine et le fonctionnement des États-Unis, mais un peu le reste du monde. C'est ce que dans mon dernier livre, en fait, c'est une comparaison entre ce qui se passe, l'influence trumpienne sur des pays comme la France ou les pays européens ou même à travers le monde. Et on voit bien qu'il a complètement changé la façon de faire de la politique et qu'en fait, ce sont les autres qui se sont adaptés parce qu'on essaie de temps en temps de lui donner une dose de culture européenne. Donc, on l'emmène prendre le thé avec la reine à Buckingham. Il est très content pendant un moment, mais il marche devant la reine d'Angleterre quand même. On lui fait surtout le défilé sur les Champs-Élysées le 14 juillet. Il est en train de faire le même à Washington. Vous savez, ça va coûter très cher à l'armée américaine parce qu'elle n'a pas l'habitude. Là, ça va se passer le 14 juin. Et comme par hasard, c'est le jour de son anniversaire. Donc voilà, et l'Europe, mais c'est pas seulement lui, parce que ça a commencé quand même depuis assez longtemps. Le dernier président américain qui avait une expérience de l'Europe, une vraie expérience, c'était Bill Clinton, parce qu'il avait fait ses études, une partie de ses études en Angleterre. Barack Obama, que je disais toujours, je ne comprends pas votre adulation pour Barack Obama en dehors du symbole, hein, qui était la rédemption d'un président des États-Unis élisant un président noir. Mais Barack Obama écrit dans un de ses livres, que personne n'a lu, parce que tout le monde a lu l'autre, l'Europe, c'est l'histoire d'amour de quelqu'un d'autre. Donc il n'aimait pas l'Europe. Il était complètement tourné vers l'Asie et malheureusement, maintenant, beaucoup de jeunes Américains sont plutôt tournés vers l'Asie, vers le Canada, vers l'Amérique latine. Et en fait, l'influence européenne, elle est surtout sensible dans la partie que la plupart des Français et des Européens visitent, c'est-à-dire New York, la Nouvelle-Angleterre. Voilà. Donc, le fait que Donald Trump avait assez peu, il a fait très très peu d'affaires en Europe, il a fait des affaires en Inde, au Moyen-Orient, il a un petit resort en Écosse parce que sa mère était d'origine écossaise, donc c'était un peu sentimental. Mais pour lui, c'est quelque chose de totalement étranger. Et je me souviens quand Donald Rumsfeld, pendant la guerre du Golfe, avait dit qu'il avait parlé de la vieille Europe, mais c'est vrai, l'Europe, c'est un vieux. Être vieux, c'est pas moi qui vais vous dire ça. Hein. Vieux, c'est pas une insulte. Hein. Ça arrive au meilleur. Donc voilà, c'est une différence totale de culture et étant un peu une caricature de l'américain, que vous savez, on dit qu'on est inculte, qu'on est un peu grossier, qu'on n'a pas de manière, qu'on pense qu'au fric. Ben, vous savez qu'aux États-Unis, c'est pas une honte de penser au fric parce que tout le monde en a besoin et tout le monde est content d'en avoir. Alors c'est un peu, vous savez, dire oui, on pense qu'au fric, mais enfin en même temps. En France, c'est la même chose, mais on ne le dit pas. Quand on est riche en France, il y a toujours le soupçon qu'on a été malhonnête, qu'on ne le mérite pas et que être un grand patron aux États-Unis, c'est plutôt un compliment. Est-ce que ça ne révèle pas aussi un certain mépris ou une incompréhension de la société américaine? Oui, une incompréhension, parce que ça fonctionne d'une façon totalement différente. Cela dit, avec les mêmes valeurs jusqu'à présent. On a quand même des valeurs, on fait partie des grandes démocraties, on fait partie des mêmes clubs
je dirais, diplomatique, on est au Conseil de sécurité des Nations Unies, on est dans les mêmes organisations internationales, on est dans l'OTAN, et il y a quand même une base commune dans la culture. Même, par exemple, la Constitution américaine est dérivée plus ou moins de la Grande Charte, avec un petit peu, oui. Non, non, alors ça, c'est plutôt la déclaration d'indépendance qui ressemble à la déclaration des droits de l'homme. Je pense qu'il y a plutôt, je suis désolée de vous décevoir, mais plutôt l'influence anglaise. Mais voilà, mais en même temps, c'est un pays qui... Je vous fais une petite contradiction, parce que je viens de lire un papier dans Le Monde sur la fameuse discussion, je pense que vous savez, qui a lieu dans les milieux intellectuels aux États-Unis sur l'article 2. Et beaucoup de gens disent que la Constitution américaine a été inspirée du principe de la séparation des pouvoirs, Montesquieu, et que Trump veut l'abolir pour recentrer, représidentialiser son pouvoir. C'est sûr que Trump est en train de rééquilibrer à sa façon, puisque le pouvoir américain repose sur 3 piliers, qui sont le présidentiel, parlementaire, judiciaire, qui est surtout incarné par la Cour suprême. Donc, en ce moment, ce qu'on craint un peu, c'est qu'il y ait une crise constitutionnelle, puisque le président a le droit de passer des décrets présidentiels, mais qui doivent néanmoins être financés par le Congrès. Donc, on arrive sur le 2e pilier. Et s'il y a un conflit, et si même dans la population quelqu'un n'est pas d'accord, on l'attaque en justice. Le pouvoir des juges est énorme aux États-Unis, et ça va jusqu'à la Cour suprême. Bon, c'est normal, tous les présidents ont défié la Cour suprême, il n'est pas le premier, hein, tous. Par exemple, Franklin Roosevelt était en guerre continuelle contre les juges de la Cour suprême, il les appelait les cavaliers de l'Apocalypse. Le problème, c'est est-ce qu'à un moment, Donald Trump, quand tout aura remonté la filière judiciaire, que ça arrivera à la Cour suprême, et que la Cour suprême dira, ben non, là on est désolé, on juge contre vous, ce qui peut arriver, ça peut arriver. Même s'il a une grosse majorité. Oui, mais vous savez, les juges, ils sont élus à vie et ils ont à assurer leur héritage. Ils passent dans l'histoire américaine. Donc, et le juge, le chef de la Cour suprême est un homme qui a quand même une grande intégrité judiciaire. Donc je pense qu'à un moment, dans une crise constitutionnelle, il ne lâcherait pas. C'est d'ailleurs pour ça que Donald Trump a annoncé qu'il ne se représenterait pas une 3e fois, parce que ça, ce ne serait pas passé. Et ça, c'est vrai ou pas? Parce que si Bannon dit le contraire... Il y a un certain nombre de Trumpistes. Ils prennent peut-être... Moi, je prends... Vous pensez qu'il se présentera pas? Je prends à la bouche du cheval, si je puis dire. Il a dit « je ne me représenterai pas ». Bon, il peut changer d'avis. Mais je ne vois pas qu'il puisse se représenter parce que c'est constitutionnellement impossible. Et que... Alors oui, il faudrait changer la Constitution. Ce qui est possible. Oui, alors si vous avez les voix des 3/4 des États... Et un vote je crois que c'est des 3/5 de la Chambre. Oui. Non, tout le monde a fait les calculs, ça ne tient pas. Alors il y avait une histoire qui ne tenait pas debout, qu'il y a un ticket républicain, que le président démissionne, auquel cas le vice-président deviendrait président et nommerait Donald Trump comme vice-président et se retirerait. Alors vous voyez, c'est complètement... Ça tient... non, parce que Poutine, il le fait directement. C'est là quand même c'est ce qui fait la différence entre les États-Unis et la Russie quand même. C'est qu'il y a quand même des institutions qui tiennent. Donc si un jour on arrive à ce que Donald Trump défie la Cour suprême, oui, là on aura une crise constitutionnelle. Là on n'y est pas encore. On est dans un combat où il décide quelque chose... la Chambre laisse passer. On voit bien qu'en ce moment, il n'arrive pas à faire voter le budget. Il y a quand même des contre-pouvoirs. Hein. C'est pas, non, ce n'est pas encore une république bananière. Il y a des contre-pouvoirs et ils fonctionnent. Est-ce que ce n'est pas un signe, cette espèce de ce qu'on appelle, paraît-il, aux États-Unis, ce gouvernement du stylo, où il se met en scène, il signe un certain nombre de décrets pour bien montrer que c'est lui qui prend les décisions et que personne ne va l'emmerder pour contrer ses décisions. Est-ce que c'est un signe pour vous ou c'est largement exagéré? C'est du cinéma Trump. Il a fait ça dans le stade où moi je vais voir des matchs de hockey. Ça m'a rappelé les matchs de hockey parce qu'il se mettait au milieu. Puis comme des matchs de hockey, il y a les trucs qui filment là, donc on voyait. Puis il signait avec sa grande signature. Et après, il balançait des t-shirts et il balançait les stylos. Oui, il donne les stylos. Oui, non, il les balançait dans la foule. C'est ce qu'on voit dans un match de hockey. Puis il y avait les gens qui applaudissaient. Et puis voilà, c'était comme... Bon, ça, c'était un grand cinéma. Il y a des gens à qui s'appelaient, ceux qui étaient là. Maintenant, les décrets présidentiels, tout le monde en use parce que c'est dans la Constitution. On sait bien. Alors lui, il en fait beaucoup. Et puis il y en a d'ailleurs qui l'annulent. C'est toujours un spectacle. Mais tout ça, ça passe quand même par une filière légale. Ce n'est pas parce que vous prenez un décret que ça va devenir
force de loi. Ces attaques sur les médias, et notamment les médias qui sont de tendance démocrate, c'est aussi du cinéma. Attendez, ce sont les médias qui l'ont fait. Hein. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi ils les attaquent. Parce que c'est du cinéma, tout ça, c'est du spectacle, il faut comprendre ça. On est aux États-Unis, c'est là qu'on a inventé Barnum, Hollywood, le show. Donc les médias, dans mon premier livre, je cite, ça m'avait beaucoup frappé, c'était quelqu'un qui était très respectable, le président d'une grande chaîne de télévision, c'était CBS. Et il écrit, pendant la campagne, au moment où Trump est en train de monter, vas-y Donald, continue, parce que ça nous rapporte. Et c'était ça. Mais c'est une machine à faire de l'argent. Il a sauvé, d'ailleurs c'est un jeu entre eux, il a sauvé le New York Times qui était pratiquement en faillite, il a sauvé CNN qui était... Et vous avez tous les journaux, quand Trump n'est pas là, ils plongent, surtout les journaux d'opposition. Quand Trump n'est pas élu, Fox remonte. Tout ça est d'une hypocrisie incroyable parce qu'ils savent très bien que c'est leur meilleur client. Et c'est en fait un jeu. Il y a un exemple type. C'est quand on a parlé des gens qui mangeaient des chiens et des chats dans les... Ça fait rigoler tout le monde. Voilà. Mais ça donne quand même aux journalistes l'idée d'aller voir ce qui se passe dans cette ville qui s'appelle Springfield, en Illinois. Et donc on y découvre qu'il y a 50 000 habitants, dont une arrivée massive de 15 000 Haïtiens. Et là, quand même, les gens se disent, mais comment se fait-il qu'il y ait 15 000 Haïtiens? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Quel est leur statut? Est-ce qu'ils sont légaux? Et là, on plonge dans un décret qu'avait soigneusement caché Joe Biden, qui était une sorte de statut spécial pour tous les pays qui se déclaraient en difficulté. Il y en avait 23 en tout. Alors, s'il avait présenté ça n'aurait peut-être pas fait... Mais là, d'un seul coup, les gens se disent « Mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Là, vous pouvez avoir 15 000 Haïtiens dans une petite ville de l'Ohio, c'est pas normal. La politique d'immigration est mal faite. » Vous voyez, c'est un peu la méthode. Et puis, quand il dit... La méthode, c'est un bobard pour soulever un vrai problème. C'est ce qu'il appelle l'hyperbole véridique. C'est-à-dire, oui, parce que Donald Trump, attention, il voit les vrais problèmes. J'ai entendu quelque chose juste avant de partir, je ne sais plus qui disait ça. Il disait que Donald Trump avait un rare talent pour diagnostiquer les problèmes et un rare talent pour les rendre encore pires. Mais c'est vrai, mais tout ce qu'il dit sur l'immigration, sur la taille du gouvernement, sur le fait, bon, je sais que ça scandalise en Europe, mais que les pays de l'OTAN ne paient pas leur juste quote-part, mais tout ça, c'est vrai, c'est vrai. Simplement, il prend ça à la Trump, mais au départ, s'il ne touchait pas des vrais problèmes, la moitié du pays ne voterait pas pour lui, ça c'est certain. Alors est-ce que ça ne pose pas un problème de fond, puisque vous dites que c'est un homme de spectacle et qu'il est doué pour ça, pour faire de l'audience? Est-ce qu'il n'est pas tenté, au fond, de plaire d'abord et avant tout à son public, plutôt que de gouverner l'Amérique? Ah ben, il a toujours dit que ce n'était pas la peine de se fatiguer pour les gens qui ne voteraient pas pour vous. Et je pense que tous les hommes politiques en font autant. Enfin, il y en a qui n'ont pas compris. Mais, donc, il y en a qui font le contraire. Hein. Oui, il y en a qui font le contraire. Mais c'est vrai que Donald Trump, alors, il a créé une base, ce qu'on appelle MAGA, Make America Great Again. Donc ça, c'est les fidèles. Ça représente, je dirais, peut-être 15%, 20% maximum du corps électoral. C'est des gens qu'il a flattés de différentes façons. D'abord, il y a les chrétiens conservateurs. Ça ne sera jamais de m'étonner. Quand on voit la vie du Donald, quand même, ce n'est pas le paroissien idéal. Hein. Bon. Alors, on vote pour lui quand même, avec toutes les histoires de femmes. Parce qu'il défend leurs valeurs. Parce qu'il dit, si vous votez pour moi, vous voulez telle chose, vous voulez telle chose, et il n'a pas peur de se contredire. Vous avez aussi, et ça c'est très important, les petites entreprises. Et c'est pour ça que on voit, et je pense qu'il y en a plus qu'on ne l'estime, des Noirs voter pour Donald Trump, et surtout des Latinos qui de plus en plus votent pour Donald Trump parce qu'il défend, il dit moi je suis un businessman, je défends le petit commerce. Par exemple, il dit je vais défiscaliser les pourboires, par exemple. Et ça, je peux vous dire que ça lui a fait beaucoup de voix. Donc, il comprend les problèmes et il cultive. Alors, il a cette base, il peut faire n'importe quoi. Il le disait lui-même, je pourrais tirer sur les passants dans la 5e avenue, ils voteraient quand même pour moi. Et il le leur dit, hein, il le leur dit. Mais ça marche. Et puis, vous avez les autres. Il faut dire qu'il a eu en face une concurrence qui l'a beaucoup servi, parce que le Parti démocrate a du mal à se recentrer sur ses valeurs traditionnelles, qui étaient quand même de défendre la classe moyenne, qui est en train de basculer complètement
complètement chez Trump. Donc c'est quelqu'un qui arrive avec un certain nombre de programmes qui plaisent aux Américains, mais vous avez l'autre moitié, celle qui vote démocrate, qui est horrifiée, encore que sur certaines choses, ils sont d'accord avec lui. Mais ce qui ne plaît pas, c'est son comportement. C'est cette façon de partir dans tous les sens. Et puis, par exemple, d'amener quelqu'un comme Elon Musk. Ça aussi, les bras vous en tombent. Mais c'est une brutalité. C'est une brutalité verbale. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu une arme à la main, qui n'a jamais eu un geste de violence. Il n'est pas violent du tout physiquement. Physiquement, oui. Physiquement, pas du tout. Il l'est verbalement. C'est-à-dire qu'il n'a pas de filtre. Il dit tout ce qui lui passe par la tête. Ça peut être drôle, ça peut être parfaitement offensant, et ça peut être alors aussi violent. C'est ce qui est quand même frappant dans son discours, c'est que ça peut inciter à la violence. Mais ce qui est quand même remarquable, c'est que la violence, elle s'est retournée contre lui, puisque à 2 reprises, c'est quand même lui qui a été victime d'un attentat. C'est sûr que la violence verbale peut entraîner la violence physique. C'est pas un homme qui a un passé violent. Vous ne trouverez pas une seule anecdote où il ait cassé la figure à quelqu'un. Même s'il se comporte un peu de façon cavalière avec les femmes. Oui, c'est un gougnafier, quoi. C'est un mufle. Hein. Mais en même temps, alors qu'il respecte beaucoup les femmes de sa famille, et même ses collaboratrices. Par exemple, dans ses entreprises, il avait un nombre de femmes supérieur à la moyenne. Et il le dit d'ailleurs que les femmes, elles sont très bien, elles travaillent très bien. Je vais poser la question à sa femme, ce qu'elle en pense, mais bon... Bon, écoutez, si sa femme ne pensait pas, ne trouvait pas quelques agréments à sa position, ça fait longtemps qu'elle aurait divorcé avec beaucoup d'argent. Donc je pense que c'est... Vous avez écrit un livre sur le wokisme. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que c'est pas le wokisme qui a fait élire en partie Donald Trump? En partie, parce que c'était allé... Vous savez, Donald Trump, c'est un balancier, parce que la société américaine, elle n'est pas dans la modération. Ça part dans un sens et dans l'autre. Et alors là, il a fait partir le balancier très loin dans l'autre sens, mais c'est vrai que c'était quand même allé assez loin, parce que ça a été d'abord le politiquement correct, hein, tout ça est né dans les années 70, et puis c'est monté de plus en plus, à tel point qu'on était dans une situation ridicule où tout le monde était offensé par quelqu'un d'autre, et où surtout on commençait à endoctriner les Américains, et surtout dès leur plus jeune âge. Je pense que ça a choqué les gens quand ça a atteint les écoles. Quand c'était dans les universités, encore ça allait. Mais quand on a commencé dans les écoles à expliquer qu'il y avait une caste d'oppresseurs et d'autres des opprimés, que les petits garçons blancs étaient beaucoup plus coupables de l'évolution de la société que les petites filles noires. Vous voyez, c'était des trucs qui étaient complètement absurdes. Quand les écoles ont commencé, parce qu'il y a eu ce qu'on a appelé la transsectionnalité, alors on est passé des injustices raciales qui existaient, ça je ne le nie pas une seconde, les États-Unis ont un lourd passé. On est passé donc aux injustices sexuelles vis-à-vis d'abord des gays, des lesbiennes, et puis après c'est devenu les trans, et puis ceux qui... Alors j'avais vu certaines universités, il y avait 5 possibilités. Et puis il y en avait même une, c'était « je ne sais pas ce que je suis ». Là, c'était une sorte d'offense au bon sens, et moi je l'ai vu dans mon État. J'habite dans la banlieue de Washington, qui est la Virginie, et en Virginie, où Joe Biden avait gagné par 10 points en 2020, un an plus tard, on élit un gouverneur qui est républicain et qui a fait campagne sur ce thème en disant « Attendez, mais dans les écoles, il faut arrêter, il faut leur apprendre l'anglais, les mathématiques et tout ça ». Et arrêter ces cours sans arrêt de savoir qui est l'offensé ou l'offenseur de qui. J'ai un ami, et pourtant il est démocrate, vraiment démocrate, qui est colonel des Marines, et il me disait, mais moi j'ai passé toute ma carrière, alors on avait les cours de sensibilisation pour comment se comporter avec les femmes, après comment se comporter avec les gays, comment se comporter avec les trans, et il me dit, pendant ce temps-là, on n'apprenait pas à démonter les fusils. Donc il y a eu toute cette espèce de basculement de la société où il fallait rédiger les textes de telle façon. Et puis, vous savez, quand on s'adresse surtout et qu'on est toujours en train de dire aux minorités qu'elles sont des minorités et qu'elles sont des victimes, beaucoup disaient que ça ne leur rendait pas service, parce qu'en fait... quand vous dites tous les Noirs sont des victimes, il y en a qui vous disent non, écoutez, moi j'ai très bien réussi. Et tout seul. J'ai vécu à Atlanta, qui est la capitale de la grande bourgeoisie noire. Certains vivent encore dans un état de pauvreté, mais je veux dire que socialement, quand même, on a fait beaucoup, beaucoup. Alors, ça a exaspéré un peu tout le monde. Et je pense que le wokisme a fait beaucoup. Je me suis trouvée en France au moment de la réforme des retraites. Ce qui m'a frappé, c'est la violence du langage.
Donc on n'était plus dans le débat normal, on était dans un débat qui était extrêmement violent. Je savais depuis longtemps, on le savait, que l'extrême droite française avait des liens avec une partie de la mouvance trumpiste, mais ce qui m'a frappé, c'est la similitude de langage entre Jean-Luc Mélenchon et Trump. Ils disent la même chose, par exemple, quand Jean-Luc Mélenchon dit « la République, c'est moi », quand arrivent des gens pour perquisitionner chez lui. Et Trump, quand on va perquisitionner chez lui pour récupérer les documents qu'il avait empruntés, il dit « non, mais attendez, je suis le président des États-Unis. Et si je dis que ces documents ne sont pas classifiés, ben, ils ne sont pas classifiés. » C'est le même genre avec les journalistes. Et LFI est beaucoup plus violent avec les journalistes, beaucoup plus violent. Donc voilà, il y a la même façon de jouer avec les journalistes, mais je trouve en plus violent. Et non seulement... Alors, spectacle toujours spectacle. Alors c'est vrai que, et du côté aussi du Rassemblement national, on sait qu'il y a des violences contre les journalistes. C'est plus verbal aux États-Unis. Et puis, ce qui m'a frappé surtout, c'est la contagion sur la façon de faire de la politique. Ce côté politique spectacle, qui fait que maintenant, quand les grands de ce monde se réunissent, eh ben, il faut les emmener au restaurant, il faut qu'ils se comportent comme, je ne sais pas, comme monsieur et madame tout le monde qui ne sont pas, les épouses s'embrassent, enfin, ils se prennent dans les bras. Enfin, il y a toute une politique du spectacle et surtout, ils tweetent. C'est devenu une manière de mettre la politique en spectacle et je pense que la politique traditionnelle, parce que le trumpisme, tout comme les extrêmes en France et dans d'autres pays, sont un désaveu des partis traditionnels. Ils se sont dit, si ça marche pour eux, on va quand même en faire un petit peu, parce que ça marche. On va faire du spectacle. Il y a un certain nombre de rumeurs qui circulent sur Trump. La plus persistante, c'est de dire que Donald Trump a été alpagué dans ces années où il ne faisait pas encore de politique, mais du pur business, par le FSB, et recruté par le FSB sous le nom de Krasnov. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? J'en pense rien, parce que ce qui m'a toujours étonné, c'est que je vois sortir des tas de choses par des journalistes que je ne connais pas, donc je ne sais pas, ils ont peut-être raison. Mais... Excusez-moi, ce n'est pas un journaliste, c'est un ancien agent du KGB oui. Qui s'appelle Arthur Musayen. Ancien agent du KGB, d'abord, je ne sais pas si ça existe vraiment, et on sait que, on connaît toute la politique de désinformation russe, mais il est sorti aussi d'autres livres. Il y en a un qui est sorti d'un journaliste français d'ailleurs. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il y a quand même eu une enquête pendant 1 an de la justice américaine sur la collusion de Donald Trump avec la Russie. Il n'en est rien sorti. Je pense que les grands enquêteurs américains, ceux qui ont le prix Pulitzer, comme au New York Times, au Washington Post, Wall Street Journal, ont cherché. Ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé. Alors, je ne suis pas dans les arcanes du KGB, Dieu merci, je n'en sais rien. Mais... Ça vous paraît crédible ou pas ? Non. Que Donald Trump ait fait des affaires en Russie, ça on le sait. Qu'il ait bénéficié de financement russe, ça on le sait. Que ça peut être une contrainte pour lui, une contrainte politique. Si c'était vrai, si on le faisait chanter, certainement. Mais je crains qu'en fait, il n'ait un tropisme naturel vers les régimes autoritaires et qu'il pense que Poutine est peut-être un partenaire plus fiable que ces emmerdeurs d'Européens. Je crains que ce soit ça, parce que personne n'a jamais rien sorti avec des vraies preuves sur la Russie. Vous vous souvenez de cette conférence de presse qu'il avait faite le lendemain de sa première élection, lorsque les médias disaient que les services spéciaux russes avaient s'étaient beaucoup activés sur Internet pour soutenir et pour dézinguer la candidature de son adversaire. Oui, mais ça c'est vrai, c'est avéré ça. Et dans la conférence de presse commune, il a préféré soutenir les services spéciaux russes que la CIA qui affirmait le contraire. Qu'est-ce qu'on peut en penser de ça ? D'abord, il ne veut absolument pas que l'on dise qu'il a été élu par une manipulation russe. Il veut qu'on dise qu'il a été élu sur ses mérites. Alors c'est vrai qu'il y a eu une manipulation des élections avec des fausses informations sur Hillary Clinton. Il est vrai aussi qu'il y a quand même eu une petite manipulation qui est passée par un faux espion anglais contre Donald Trump. Donc tout le monde grenouillait un peu. Mais c'est vrai que les Russes, tout comme les Chinois d'ailleurs, se mêlent sans arrêt des élections américaines. Mais dire que Donald Trump, qui a fait un certain nombre de faillites, semble-t-il, c'est pas vraiment une rumeur. Oui, il est dans l'immobilier. Hein. Ils ne font pas tous faillite dans l'immobilier, mais... Si, ils se font faillite, ils se relèvent, parce que vous savez, pour un projet immobilier, je ne pense pas que vous déposiez à la banque le montant de la tour Trump.
Donc vous faites des montages financiers qui sont... voilà, puis il avait tendance à gonfler un peu ses avoirs. Ben, il a eu un procès. Est-ce que ça ne veut pas dire que quand on le présente comme un super money maker, que c'est pas un peu exagérer son profil vu ses faillites successives? Ben, il est quelqu'un qui a quand même fait beaucoup d'argent, mais qui, comme je le disais, a connu des échecs répétés. Mais regardez, aux États-Unis, l'échec, hein, c'est pas... si vous n'avez pas échoué, vous n'avez rien fait. Donc vous ne pouvez pas réussir. Regardez quelqu'un comme Steve Jobs, qui est quand même... hein, c'était un des hommes qui a changé le monde moderne. Quand il a présenté son premier projet informatique, d'ordinateur, il s'est fait virer de sa boîte. Il est resté 10 ans sans travail. Et il disait d'ailleurs que c'est à cause de ça. Alors dans le cas de Trump, c'est un peu différent. C'est qu'effectivement, il y avait toujours des conflits entre les... c'est quelqu'un qui est très porté sur le détail et qui est très perfectionniste. Donc quand il faisait construire par exemple un casino, il allait vérifier si la moquette était bien posée. Et si c'était celle qui lui plaisait. Si ça ne lui plaisait pas, il refusait de payer. Donc il y avait toujours des problèmes comme ça. C'est certain qu'il a fait, il a fait faillite aussi. Il a monté une université. Là, il a eu un procès. Il a monté une université pour devenir un businessman. C'était sur l'art du deal. Et là, il a eu un procès. Il a dû payer. Et puis sa compagnie aérienne, c'est pareil. Hein, elle n'a pas volé pendant longtemps. Et puis dans l'immobilier, oui, c'est vrai que... Mais je pense que c'est assez courant quand même. The Apprentice, qui a eu un certain succès en France, est-ce que vous pensez que ça reflète bien les débuts de ce film, les débuts de Donald Trump? Je ne peux pas vous dire, je ne l'ai pas vu. Ah. Volontairement. Ah, c'est un film américain. Hein. Oui, oui, je sais. Et pourquoi vous ne l'avez pas vu? Je ne l'ai pas vu parce que j'en ai un peu marre de la façon dont la politique est traitée par Hollywood. Vous savez, tous les films que je vois, c'est tellement à la louche pour enfoncer des portes ouvertes. Non, je n'ai pas eu envie de le voir. C'est pas forcément défavorable. Hein. Non, mais je ne dis pas que c'est défavorable, mais je n'avais pas envie de le voir. Ça m'énerve quand je vois la façon dont on présente les choses. Vous êtes un peu saturé par le wokisme. Tout le monde est saturé par le wokisme, oui. Sauf les wokistes. Oui. Il y en a de moins en moins quand même, hein, je crois. Enfin, quoique. Est-ce que vous pensez que justement, vous parlez d'acharnement de la presse et, j'allais dire, des bien-pensants, entre guillemets, d'Hollywood et CNN, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi un acharnement des institutions, notamment judiciaires, contre Trump, ce qu'il dit souvent? Oui, il se pose comme un martyr. Hein, Alors là, je dirais oui et non. Parce que c'est vrai que tout ce qu'on lui reproche, il l'a fait, hormis c'est l'accusation de viol, dans une cabine d'un grand magasin new-yorkais. Et donc une dame porte plainte 30 ans après. C'est peut-être vrai, j'en sais rien. Ce qui est gênant dans cette série de procès, il y a deux choses qui sont gênantes. Il y avait 6 actions judiciaires. Il y en avait 2 qui étaient vraiment importantes, qui étaient son action dans les événements du 6 janvier. Est-ce qu'il est responsable de ce qui s'est passé le 6 janvier? Le deuxième, c'était l'interférence dans le vote, dans les opérations de vote en Géorgie. Ça, c'était très important aussi. Ces procès ne sont jamais arrivés et n'arriveront jamais parce que vous aviez 2 personnes à New York, un procureur et l'attorney général, c'est-à-dire la ministre de la Justice de New York, qui avait fait campagne, puisqu'une partie du personnel judiciaire est élu, en disant on va se payer Donald Trump, et non seulement lui, mais son empire. Et ils ont été élus là-dessus. Déjà, c'est gênant. Et là, ils ont aligné 4 procès où il y avait des délits, mais dont ils ont fait un grand spectacle, et par exemple, qui ont été requalifiés comme action criminelle. Bon, il y en avait un, c'était faux en écriture. Généralement, ça se règle avec une amende. Il y en avait un autre, il avait gonflé ses avoirs pour avoir des prêts bancaires, mais les banques disaient « mais on n'a pas porté plainte, on a été payé ». Donc là aussi, ça aurait pu se régler à l'amiable. Bon, vous aviez des choses comme ça, c'est pas qu'il n'avait rien fait, mais les procès ont duré. Il y en a un qui a été particulièrement gênant, c'était celui avec l'actrice Stormy Daniels, l'actrice porno qu'on a fait témoigner, qui a dit des choses qui étaient vraiment vulgaires, y compris sur la femme, sur Melania. C'était pas nécessaire tout ça. Et on voyait ça tous les jours à la télévision. Donc les gens qui n'étaient pas foncièrement contre Trump disaient bon, ça suffit comme ça, quoi. On va arrêter avec cette série de procès. Et lui-même, ils lui ont offert une campagne électorale extraordinaire. Tout le monde suivait les procès. C'est-à-dire que le pays entier assistait à ces meetings, en fait. Donc ils lui ont rendu un service incroyable. Donc il y en a eu 4 pendant même pas un an. Quand il a été candidat désigné, là, on ne pouvait plus continuer. Donc
À force de bourrer le calendrier judiciaire, on est arrivé que les deux procès, qui étaient vraiment intéressants, sont partis en fumée. Et là, fumée. vous dites que c'est sérieux, ces deux C'est quand même une grosse accusation, incitation à la violence, c'est très sérieux. Et puis l'autre, en Géorgie, c'est un truc qui vous envoie en prison, manipulation des votes avec des preuves, avec des enregistrements. Donc c'est bloqué, c'est amnistié ? Il y en a un qui a abandonné le 6 janvier. C'était une enquête qui était diligentée par le ministère de la Justice. Et puis, sur celui-ci, il peut se pardonner à lui-même, il peut s'amnistier. L'autre, c'est en Géorgie. Donc, est-ce que, dans 3 ans maintenant, quelqu'un va avoir l'énergie de reprendre le dossier? Beaucoup de choses auront disparu entre-temps, peut-être Trump lui-même d'ailleurs. Mais là, il y a vraiment eu une politique judiciaire théâtrale. Est-ce qu'on peut dresser un petit bilan là, de ces 100, 150 jours D'abord, est-ce que vous pensez qu'il y a un certain nombre de personnages qui commencent à tirer leur révérence, comme Musk? Il y en a d'autres. Est-ce que c'est un signe? Il y a toujours eu beaucoup de turnover autour de Trump parce qu'il joue beaucoup les gens les uns contre les autres. Il n'a pas un véritable attachement hormis la famille. Et donc là, on voit bien que de temps en temps, il joue le vice-président. De temps en temps, en ce moment, c'est le ministre des Affaires étrangères, c'est Marco Rubio, qui est à faveur du mois, mais ça peut changer. Et Elon Musk, ça a scandalisé une grande partie des États-Unis. C'était honteux, quoi. C'était ce type qui arrive avec une tronçonneuse, qui fait le clown, mais en même temps, je ne pense pas qu'il y ait jamais eu d'affection entre Donald Trump et Elon Musk. C'était une affaire d'argent au début, parce qu'Elon Musk a donné près de 300 millions de dollars à la campagne Trump. Ce n'est pas une paille, quand même. Puis il l'a soutenu. Et puis il l'a soutenu, Est-ce que ça a eu de l'influence, ça, vous pensez? Sur l'argent, oui. Elon Musk, au début, peut-être, oui. Vous savez, il est... Le mec assez génial. Non? Oui, au début, c'était le mec génial, mais plus on le voyait, moins quand même on voyait qu'il était génial. Mais comme il a dit lui-même, il a dit « mais je suis un génie, vous ne voulez pas que je sois normal ». Et c'est là que aussi le Parti démocrate a perdu beaucoup de jeunes qui étaient fascinés parce que c'était la technique. C'est vrai qu'il a un empire, on pense toujours à Tesla, mais surtout il y a toutes les fusées, il y a tous ces trucs spatiaux. Donc, c'était une rencontre d'intérêts, c'est-à-dire qu'Elon Musk a besoin des contrats du Pentagone. Je pense qu'idéologiquement, il a besoin de quelqu'un comme Trump, qui dépasse d'ailleurs dans le registre idéologique. Et Trump avait besoin de son argent et avait besoin de lui pour faire le sale boulot qui était de réduire les dépenses de l'État, notamment en licenciant pas mal de fonctionnaires. Donc, mais maintenant, Elon Musk a mis beaucoup d'argent dans une élection dans le Wisconsin et il a abouti au fait que quelqu'un qui n'était pas favori gagne avec 10 points d'avance. Donc, depuis, il est à Washington, il est toxique. Sur 2 dossiers, l'immigration et d'autre part, la baisse des dépenses. Quels sont les résultats? L'immigration, c'était un gros problème que personne n'a pu régler parce qu'il y avait une frontière ouverte. La façon dont le gouvernement Biden l'avait réglé a été malencontreuse puisque en fait on a permis, quand les frontières ont été rouvertes après le Covid, que les gens aillent déposer leur dossier pour savoir s'ils étaient éligibles à l'intérieur du pays. Pensez bien qu'on ne les revoyait pas après. Donc l'immigration, c'est un problème qui n'est pas réglé. Il y a 12, 13, peut-être 14 millions de personnes dans les limbes qui vivent dans le pays. Sans papier. Sans papier. Alors ça aussi, parce que ce qui a aussi pas mal énervé les gens, c'est que des villes à direction démocrate, dont la mienne d'ailleurs, se sont déclarées cités sanctuaires, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de demander aux gens leur statut d'immigration, si on les arrête ou s'ils commettent un délit. On n'a pas le droit de les arrêter pour délit d'immigration et on leur donne des papiers. Donc il y a eu cet afflux qui a été totalement incontrôlé. Et le Texas, dont la frontière était submergée, parce que ça fait quand même 1600 km la frontière entre le Texas et le Mexique, non seulement par des gens qui venaient d'Amérique latine, mais de tout le reste du monde, ont eu l'idée, qui a beaucoup payé en politique, de dire on ne va pas continuer à porter ce poids tout seul. Ils les ont envoyés à New York, ils les ont envoyés à Chicago. Et alors là, ça a été le cri, pourquoi vous nous les envoyez? Et là, les gens ont commencé à vraiment s'énerver sur le problème de l'immigration. Donc, Trump a promis de le régler, mais comment? Il a dit on va renvoyer tous les immigrés, vous avez pratiquement 15 millions de personnes, vous faites ça comment? Et puis, il y a des gens qui sont pratiquement nés dans le pays, qui sont arrivés enfants, qui paient des impôts,
qui ont ouvert des commerces. Donc il faudrait faire un tri et savoir de quoi on a besoin et de quoi on n'a pas besoin. Parce qu'on a besoin d'informaticiens, on a besoin de gens pour travailler dans les petits commerces, dans l'hôtellerie, on a besoin de... la Californie ne peut pas cultiver de légumes s'ils n'ont pas de main-d'œuvre étrangère. Mais tout ça, alors ça s'est fait par des moyens qui souvent ont été extrêmement choquants. On a ramassé un peu tout le monde et puis il y a des gens qui se sont retrouvés dans des camps au Salvador qui ne savent même pas pourquoi. Donc encore une fois, ce n'est pas tellement le fond, mais c'est la méthode en disant allez, on balance le bébé avec l'eau du bain. Et je ne sais pas si les mesures vont être efficaces, parce qu'on parle aussi de l'immigration illégale, mais il faut aussi penser à l'immigration légale. Vous avez des gens qui veulent respecter la loi, qui attendent un visa, par exemple, pour le rassemblement familial, pour faire venir vos enfants ou pour faire venir vos vieux parents. Je pense que si vous regardez les sondages, ce que les gens veulent, je pense comme partout ailleurs, une immigration régulée, contrôlée, avec les gens dont le pays a besoin, et que les gens qui sont installés dans le pays et qui y mènent une vie honnête et qui sont installés depuis des décennies, on ne va pas les renvoyer dans un pays qu'ils ne connaissent même plus. Donc a priori, ce n'est pas terrible pour l'instant. C'est-à-dire que les gens vous disent oui, mais quand même, lui, il fait quelque chose. Ce qu'il a fait, c'est fermer le robinet. Alors, pour les gens qui sont dans le pays, le problème, mais c'est très difficile à régler. Mais au moins, maintenant, c'est très difficile d'entrer aux États-Unis. Sur les dépenses, alors puisque ça a été l'étendard, j'allais dire, de la campagne, c'est réduire les dépenses fédérales. Est-ce que ça a été efficace, et notamment Musk? Est-ce que réellement le budget américain commence à avoir une autre allure que celui qu'il avait sous Biden? Non, d'abord, il n'est même pas voté parce que justement, il y a une grosse prise de bec, y compris avec des républicains, en disant, parce que pendant son premier mandat, Donald Trump avait consenti des baisses d'impôts qui étaient assez importantes. Et donc, ces mesures arrivent à expiration. Et là, est-ce qu'on va les renouveler ou non? Et beaucoup de gens disent, attendez, vous savez, la dette américaine est colossale, absolument colossale. Donc, on ne va pas encore la creuser. C'est vrai que l'administration américaine était inefficace et pléthorique. Alors moi, ça m'a toujours surpris. Si j'ai besoin d'un papier en France, d'un document, je l'ai relativement rapidement par des gens qui ont l'air de savoir ce qu'ils font. Quand mon fils s'est marié, j'ai cru qu'il n'allait pas pouvoir se marier parce que ma belle-fille n'arrivait pas à obtenir son acte de naissance. C'est triste à dire, mais aux États-Unis, quand on est fonctionnaire, ce n'est pas une carrière brillante. C'est parce que généralement, on cherche la sécurité et qu'on n'a pas l'énergie, le talent de se lancer dans le privé. Donc, ce n'est pas les couteaux les mieux aiguisés dans le tiroir. Et puis, tout le monde sait bien que le problème des États-Unis comme ailleurs, ça n'est pas qu'on paie trop les fonctionnaires ou qu'il y en a trop, c'est ce qu'on appelle entitlement, c'est-à-dire les retraites et les problèmes sociaux. Les retraites, parce qu'il y en a aux États-Unis, des retraites, y compris une retraite d'État. Et comme la population est vieillissante, eh bien, il y a un montant exponentiel des retraites. Et il y a un montant exponentiel aussi les soins gratuits pour les gens qui sont en dessous d'un certain seuil de revenus. Et est-ce que dans le budget, le social pèse aussi lourd qu'en France? Non. Mais alors ce que disent aussi, ça c'est le grand grief des Américains contre les Européens, c'est qu'ils nous jettent toujours à la figure leur système social qui marche tellement bien, dans lequel ils dépensent tellement d'argent. Mais cet argent-là, en fait, c'est nous qui le payons parce qu'ils n'ont rien dépensé pour la défense. C'est ce que j'entends sans arrêt, ça. C'est avec les impôts des Américains et avec notre défense qui se sont payés leur politique sociale. Alors peut-être maintenant, on va arrêter. Sur le plan économique, alors, un certain nombre d'analystes disent ça va pas, l'économie américaine déconne. Est-ce que, vu des États-Unis, c'est vrai, c'est faux, c'est exagéré? Qu'est-ce qui se passe? L'histoire de droits de douane, il y a un déficit commercial gigantesque, il y a une désindustrialisation, etc., etc. Comment vous pouvez nous éclairer sur ça va dans le mur ou pas? C'est vrai que les tarifs peuvent gâcher une économie qui était plutôt sur les rails. C'est vrai qu'il y a eu une grosse inflation qui n'a pas été maîtrisée, vraiment grosse, qu'on a vraiment senti, qui s'est stabilisée, mais stabilisée à un niveau très haut. Par exemple, sur les produits alimentaires, pratiquement à 25%, quoi. C'est beaucoup, hein. Mais il faut voir aussi que le niveau de vie est beaucoup plus élevé aux États-Unis qu'en Europe. C'est 25 à 30% de niveau de vie en plus. Moi, je vis dans les deux pays. Tout est plus cher aux États-Unis, mais les gens gagnent beaucoup plus. Les salaires sont beaucoup plus élevés. De quel ordre à peu près? Non, mais c'est difficile de faire une moyenne. Ce qui fausse un peu ma vision, c'est que je vis dans une sorte d'enclave un peu privilégiée. Mais tout de même, hein, vous voyez que même dans des régions qui autrefois étaient démunies,
On voit peu de vieilles voitures, on voit peu de maisons qui s'effondrent. On voit bien que les gens ont de l'argent, mais ils se plaignent, mais en même temps, c'est vrai que là, il y a eu une sorte de prise de conscience, d'abord parce que la bourse a baissé brutalement, mais elle est remontée. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a une retraite par capitalisation en grande partie sur la bourse, et puis aussi les bons du Trésor qui ont baissé. Donc, plutôt qu'une sensation d'économie qui marche mal, parce que pour l'instant, je pense que ça tourne quand même, mais c'est l'impression que tout est instable, qu'on ne peut compter sur rien, donc on ne s'engage pas, que les jeunes ne vont pas acheter une maison, d'abord parce que le marché de l'immobilier est incroyablement haut, et que les gens vont hésiter à s'engager dans des gros achats ou des projets d'avenir parce qu'on ne sait pas comment ça va tourner. Moi, c'est ce que je sens, c'est qu'on a l'impression de marcher sur des sables mouvants, et on se demande ce qui va se passer. Avec des perspectives de croissance qui sont beaucoup moins bonnes. Oui, mais quand un pays est très riche, il peut voir venir les retournements de situation. On n'est pas quand même retombé comme en 2008, où là on a senti qu'il y avait vraiment une paupérisation globale d'une grande partie de la population. On n'en est pas là. Dans quel état est l'opinion? Alors, les sondages d'abord, puis les manifestations. Est-ce qu'il y a des manifestations? Est-ce qu'il y a des réactions de l'opinion? Vous savez, aux États-Unis, on ne descend pas dans la rue pour un oui, pour un non. Hein. Ça ne se fait pas. De toute façon, les gens travaillent, donc ils n'ont pas le temps de manifester. Sauf quand il y a une élection qu'on conteste. Oui, il y a eu les émeutes du 6 janvier qui justement ont choqué, parce que puis il y a eu aussi souvent c'est des émeutes raciales. Au moment de la mort de George Floyd, il y a eu mais là c'est pire que des manifestations, ce sont des émeutes. L'opinion, les gens sont très déçus que les promesses économiques ne soient pas tenues, que l'inflation ne baisse pas. Et les gens sont bien conscients, parce qu'on a vu le lendemain des fameux tarifs, là, des droits de douane avec le tableau, les gens se sont rués dans les magasins pour acheter des choses qui venaient de Chine. Alors c'était soit des magasins de sport, ou même pour acheter des voitures étrangères. Il y a cette espèce de crainte, si on applique vraiment ces droits de douane, la vie va terriblement augmenter, il y a des produits qui vont faire défaut. Et par effet domino, il y a des gens qui vont perdre leur emploi. Pas les grandes entreprises, mais les petits entrepreneurs sont très inquiets. Ça, c'est pas bon pour Trump, parce que c'était quand même un peu son fonds de commerce. Et les fermiers, surtout les agriculteurs, tout le soja qui est produit dans le Middle West partait en Chine. Vous avez des gens qui vous disent, attendez, moi j'ai tellement de soja, si je ne le vends pas aux Chinois, j'ai même pas assez d'entrepôts pour le stocker. Donc ça, c'est un gros problème. Est-ce qu'au fond, la force de Donald Trump, c'est de faire peur, et que cette peur est en partie basée sur le fait qu'on ne sait pas bien ce qu'il va faire? Est-ce que ça peut être aussi pénalisant pour lui? C'est ce que je dis, je crois, dans ma conclusion, je cite les Écritures en disant que celui qui a vécu par l'épée périra par l'épée. Donc oui, je pense que c'est très dangereux, parce que la peur, ça marche jusqu'au moment où elle se retourne contre vous. Hein. Mais il y a une part quand même d'abord d'adhésion à son programme. Je crois qu'il joue surtout avec l'imprévisibilité, parce qu'avec lui, je peux vous le dire, parce que moi je travaille sur tout ce qui se passe autour de Trump, et à chaque fois je me dis non, mais ça va s'arrêter un peu quand même. Il a besoin d'être dans l'actualité tout le temps. Il alimente en permanence l'actualité, c'est une machine à communiquer. Sur le plan géopolitique, ça aussi, ça pose des problèmes, parce que cette peur fonctionnait assez bien au début. Et maintenant, on voit quand même il y a des pays qui résistent. Poutine, il n'a jamais été vraiment, on ne s'est jamais attendu à ce qu'il se plie au désir de Donald Trump. Mais le Canada a été très courageux. Vraiment, ils ont été très bien. Il faut dire qu'on les avait gravement offensés. Mais il y a eu une réaction nationale qui a été admirable, vraiment. Bon, il faut dire que leur nouveau Premier ministre, il avait quand même été directeur de la Banque d'Angleterre. Je crois que Trump l'a beaucoup sous-estimé. Et quand j'ai vu le truc à la Maison-Blanche, là où il lui tient tête, dans le fameux fauteuil, là où tout le monde se fait insulter, ça, les Canadiens, ils l'ont très mal pris, et je les comprends. Parce que c'est quand même un petit pays à côté d'un géant. Et que le Canadien, il y a toujours des histoires canadiennes comme sur les histoires belges. Quoi. Tout le monde se moque d'eux, on se moque de leur accent, parce qu'ils en ont un aussi en anglais. La Chine, oui, la Chine, elle ne pouvait pas perdre la face, c'est vrai. Puis les Européens, c'est un peu plus difficile, parce que ce n'est pas une entité cohérente. Est-ce que vous pensez que sur le plan géopolitique, il a des cartes à jouer, ou c'est un peu cramé?
Bah, je pense de toute façon, comme lui, sa vision du monde, c'est avant tout c'est l'Amérique, c'est America First. Mais c'est grand, les États-Unis, c'est un continent, hein, avec des gens et des paysages extrêmement variés, parce que les gens connaissent toujours, ils connaissent New York, ils vont peut-être à Los Angeles, peut-être à Miami, mais au milieu, vous avez un immense pays avec des gens qui sont très divers, plein de richesses. J'ai fait les 50 États en voiture, je vous assure que c'est extraordinaire. C'est un pays magnifique. Et les gens sont extraordinaires, il y a une résilience, une force, une vitalité extraordinaire. Si vous allez au début des États-Unis, à George Washington, qui pourtant devait tant à la France, son premier geste, c'est de virer l'ambassadeur de France, qui est arrivé en disant « Attendez, on vous a aidé à gagner, maintenant il faut nous aider à gagner la Révolution française. » Non, nous, on ne va pas se mêler de ça, on est en train de construire un pays, et comme l'autre insiste, il le vire. Et après ça, Washington, une de ses premières lois qui concerne la politique étrangère, c'est l'acte de neutralité, dans lequel il dit très clairement les États-Unis n'ont pas à se mêler de ce qui se passe à l'extérieur et surtout pas de ce qui se passe en Europe parce qu'ils n'arrêtent pas de se battre entre eux. Lisez l'acte de neutralité, c'est extraordinaire, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Dans l'histoire américaine, il y a quand même une grande, grande tradition de neutralisme. Et en même temps, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question des États-Unis comme l'étendard de la liberté, la plus grande démocratie du monde et blablabla? Est-ce que ça, c'est pas fini? Bah, c'est fini parce qu'on en a fait quand même quelques expériences qui n'ont pas été très heureuses. Par exemple, d'importer la démocratie américaine au Proche-Orient. On a vu ce que ça donnait avec l'Irak et l'Afghanistan. Donc là, les gens en sont totalement revenus. Pourquoi nos enfants iraient-ils se faire tuer pour des gens à qui on n'apporte même pas la démocratie? Parce que dès qu'on a le dos tourné, vous voyez ce que ça donne. Bon, il y avait une autre conception qui était plus large avec Reagan, qui était la guerre froide aussi, il faut bien dire. Parce que maintenant, on est dans une logique qui est totalement différente. Est-ce que ce n'est pas au fond toujours le même schéma, dictature contre démocratie, comme au temps de la guerre froide? Quand même liberté contre dictature. Le problème de Trump, c'est qu'il est quand même à la tête d'un pays qui est fondamentalement démocratique, et qu'il est encore, hein, parce que c'est quand même un État de droit. On ne peut pas dire que les États-Unis sont une dictature, et elle est quand même dirigée par quelqu'un qui a plus de sympathie pour les régimes autoritaires que pour la bonne vieille Europe, où on passe son temps à discuter du droit et de la façon de faire les choses avant d'agir. C'est le paradoxe des États-Unis, mais il y a quand même des garde-fous. Et sur le plan d'image, vous pensez que ça constitue un tournant important? C'est vrai que l'image, une partie de l'image des États-Unis, non seulement d'avoir eu cette attitude agressive, mais en fait d'avoir perdu, en fait, parce qu'il a quand même reculé devant la Chine et devant le Canada et le Mexique. Hein, donc, enfin, en même temps, je pense que la fascination pour les États-Unis ne cessera pas. Pour conclure, dites qu'il est imprévisible, donc je vais vous demander de faire des pronostics. Ah non, j'en fais jamais. Est-ce que vous pensez que ça va mal tourner? Par exemple, il va y avoir des midterms dans un an, à peu près? Un peu plus? Alors franchement, personne n'en sait rien. Non mais vous sentez quand même l'opinion, vous vivez aux États-Unis. Non, là je ne sens pas, parce que le Parti démocrate n'arrive pas à se remettre de sa défaite, n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont perdu les élections, n'arrive pas à se recentrer sur les vrais problèmes, sont toujours tourmentés par leur vieille lune wokiste et autres. Donc je pense que si les démocrates continuent comme ça, ils vont perdre une élection imperdable, mais je pense qu'il serait quand même logique qu'il les gagne. Mais la logique ne prévaut pas en politique. Donc, voilà. Est-ce que lui peut évoluer? Non. Depuis que vous le suivez, vous n'avez pas vu d'évolution? Ben, si, parce qu'il est de plus en plus sûr de lui. Donc, mais il y a de quoi. Regardez, il y a un an, il était devant un tribunal où il se faisait traîner dans la boue. Et on disait, il va finir par se faire condamner, il va finir par entrer dans une zone d'inéligibilité, il peut même aller en prison. Et il sort de tout ça par le haut. Et là, il y a 2 attentats successifs. Après ça, on peut se sentir miraculé. Surtout, tout le monde disait, enfin tous ses partisans, la main de Dieu s'est posée sur lui. C'est en sortie de tout ça, comment voulez-vous qu'il ne se prenne pas pour un surhomme? Donc vous voyez les choses évoluer en se caricaturant? Vous savez, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Toute la carrière de journaliste que j'ai fait aux États-Unis, on n'a jamais rien vu venir. On n'a pas vu venir le 11 septembre. Tout était calme, tout allait bien. On n'a pas vu venir le recompte de la Floride, on n'a pas vu venir l'élection d'Obama, on n'a pas vu venir l'élection de Trump. Donc c'est vrai qu'il a aggravé le clivage des États-Unis. Est-ce que c'est les clivages de la société qui ont favorisé son arrivée ou est-ce que c'est lui? Alors je pense qu'il y a les deux. C'est-à-dire qu'il a été l'héritier d'une société très identitaire.
Parce qu'aux États-Unis, c'est ce qui est frappant. Il y a un communautarisme énorme. Vous êtes votre couleur de peau, vous êtes votre orientation sociale, vous êtes ce que vous mangez, ce que vous buvez, l'endroit où vous allez faire vos courses. Enfin, c'est très, très clanique. Parce que c'est un pays d'immigrés. Oui, alors il y a des grands moments de patriotisme. Par exemple, le 4 juillet, tout le monde est américain, dans les grands moments nationaux, mais en même temps, les gens disent toujours my community, c'est-à-dire votre communauté religieuse ou votre quartier, la façon dont vous vivez. Et on a l'impression que tout le monde est un peu l'ennemi des autres, parce que les Américains, il faut toujours qu'ils se mêlent de ce qui ne les regarde pas, donc, et de ce qui se passe chez le voisin. Donc, vous mangez ça. Alors, vous avez les végétariens contre ceux qui mangent de la viande, mais qui essaient de se convertir. Vous aviez les gens, alors c'était assez marrant, qui voulaient les voitures électriques. Alors maintenant, ils sont embêtés parce que c'est Elon Musk. Alors, ils mettent des autocollants, je l'avais acheté avant. Donc, il y avait déjà ces divisions de la société, et avec toujours les extrêmes qui tirent tout le monde, parce qu'il y a quand même au milieu des gens raisonnables. Et donc, il arrive là-dessus, effectivement, non seulement lui est toujours en train de titiller les gens sur leur division, mais les autres en font autant. Donc vous avez sans arrêt les gens en train de se traiter de fascistes, de racistes, de ceci, de cela. C'est pénible. Dernière question, c'est la question centrale, c'est est-ce que vraiment il faut avoir peur de Trump ou il faut se calmer, réfléchir et se dire que au fond c'est pas si grave que ça? Non, il faut avoir peur raisonnablement, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'est pas fondamentalement favorable aux intérêts de l'Europe. Donc je pense que l'Europe va quand même économiquement et stratégiquement risque de souffrir. Maintenant, de le voir comme la réincarnation d'Hitler ou de Mussolini, non. Mais c'est vrai que son attitude pour l'extérieur est préoccupante, même si elle a quelques fondements du point de vue des Américains. Ce ne sera certainement pas l'intérêt de l'Europe. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, d'avoir un président imprévisible et mal entourée, notamment une influenceuse complètement folle. Donc on se demande toujours ce qui va lui passer par la tête. Voilà. Mais les États-Unis sont solides et je ne pense pas quand même que le pays auquel j'appartiens se laisserait entraîner dans une aventure vraiment fasciste ou quelque chose comme ça. Non, donc pas peur. Non, raisonnablement peur. Raisonnablement peur. Ok, merci. Merci.